Carole Couvert, qui est donc vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental, qui est l'ancienne présidente de la Confédération CFE-CGC, mais oui, bien sûr, qui va pouvoir échanger avec nous sur justement ces questions qui sont soulevées par notamment les projets de réforme institutionnelle. Sous vos applaudissements. Carole Couvert, tout le monde vous connaît puisque vous avez été une des rares femmes à la tête d'une centrale syndicale et donc forcément ça a été remarqué. Vous venez du monde du marketing, vous venez du monde de Suez. Vous avez défendu les cadres et vous portez un syndicalisme de proposition. Actuellement, vous avez poursuivi votre engagement au sein du Conseil économique, social et environnemental, qui est donc la maison du citoyen et la prolongation naturelle de vos engagements. Alors le CESE, on en a entendu parler, puisque dans les réformes projetées, il y avait la question de la réforme des institutions. Alors pareil, je fais comme avec l'ENA, je fais les caricatures. Hein. On avait dit on va supprimer l'ENA, et puis on va réduire les parlements, et puis on va réduire le CESE, voire le supprimer. Enfin, tout a été un peu évoqué. Dans les derniers épisodes, vous avez noté que la réforme institutionnelle, elle va passer un petit peu plus tard, on va dire. Je ne dis pas à la trappe, elle va passer plus tard. Mais la question s'est reposée au moment de la crise des Gilets jaunes, de dire finalement, cette représentation, où est-ce qu'on en est, à quoi sert-elle, et comment pouvoir la modifier. Alors, quand on préparait cette intervention, on me disait, mais finalement, oui, on est dans une période de déséquilibre, parce qu'il y a des choses qui ont été annoncées, et puis finalement, on est dans un entre-deux. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer où on en est, et ce qu'il faut savoir quand on est RH ? Alors oui, avec plaisir. Déjà, bonjour à chacune et à chacun. Donc effectivement, le CESE, Conseil économique, social, environnemental, cette troisième assemblée constitutionnelle de notre pays après l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est la maison de la société civile organisée. Ça veut dire qu'il y a 18 groupes à l'intérieur, des représentants des entreprises, des représentants des agriculteurs, des représentants des jeunes, des représentants des salariés, etc. C'est une mini-France. Aujourd'hui, notre rôle est consultatif. Ça veut dire que l'on donne des conseils, que l'on éclaire le gouvernement dans la fabrication de la loi. Pour autant, derrière, le gouvernement décide et retient ce qu'il souhaite. Cette réforme constitutionnelle, elle est dans les tuyaux depuis à peu près 2 ans maintenant. Il y a eu un avant affaire Benalla, il y a un deuxième volet maintenant. Pour nous, elle est intéressante à 2 titres. Aujourd'hui, je vous disais, un conseil économique, social, environnemental qui est consultatif et pour lequel le gouvernement a obligation de saisine uniquement sur les lois de programmation, c'est-à-dire un petit volume de lois. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a à peu près 45 lois promulguées chaque année en France. On est quand même les champions du monde de la loi. On en a à peu près 10 500 en vigueur actuellement. Pour faire un petit paysage, 10 500 lois, 127 000 décrets, 7 000 traités et 17 000 textes communautaires. Voilà le paysage. Donc, avec cette réforme constitutionnelle, ce qui a été annoncé, c'est que le CESE serait consulté systématiquement sur toutes les lois à caractère économique, social ou environnemental. Pour nous, c'est extrêmement important parce que ça veut dire que les textes arriveraient à l'Assemblée nationale avec, d'un côté, l'avis du Conseil d'État et de l'autre, l'avis de la société civile organisée. Et là, ça donne un autre poids aux corps intermédiaires, ça donne un autre poids aux représentants que vous pouvez avoir, même si aujourd'hui, on retrouve 74% de nos propositions dans les lois, quand nous sommes saisis officiellement, soit par le gouvernement, soit par l'Assemblée nationale, soit par le Sénat. Et en fait, on peut être surpris de ce pourcentage de reprise dans la loi, mais en fait, il est souvent lié aux assistants parlementaires qui repartent des travaux du CESE pour rédiger les amendements de leurs députés ou de leurs sénateurs. Donc, premier aspect intéressant de la réforme constitutionnelle, ce caractère de consultation systématique sur l'ensemble des lois. Le deuxième aspect qui est intéressant pour nous, c'est la manière d'associer les citoyens à nos productions, c'est-à-dire de revoir la manière dont la démocratie est organisée aujourd'hui et d'arriver à concilier une représentation, une démocratie représentative, que les corps intermédiaires incarnent, et en même temps une démocratie participative. Et là, ce qui a été intéressant, c'est qu'on n'a pas attendu la réforme constitutionnelle. Voilà. C'est le CESE, peu le savent, mais c'est une assemblée qui, depuis à peu près 2 ans, sous la présidence de Patrick Bernard-Sconi, expérimente un certain nombre de choses. Et donc les expérimentations que nous avons tentées récemment, ça a été à la fois d'ouvrir des plateformes citoyennes pour recueillir votre avis,
à chacune et à chacun. Mais ça a été aussi, et là c'est un peu plus audacieux, d'associer des citoyens tirés au sort à nos travaux. Et alors ça, on l'a fait pour notre contribution dans le cadre du grand débat national. Et ça a donné des choses assez cocasses au démarrage. Imaginez, donc je vous ai dit le CESE, 233 conseillers. On a choisi d'associer 27 citoyens tirés au sort à nos travaux. Donc quand on dit tirés au sort, ça veut dire qu'on a fait attention à la répartition Paris-Région. On avait dit 2 heures maximum de transport, hommes, femmes, les différentes catégories socio-professionnelles. Et bien sur les 27 tirés au sort, on a eu 19 personnes qui étaient proches des Gilets jaunes. On était en période de manifestation des Gilets jaunes. Et on a eu 9 personnes qui étaient sur les ronds-points. Donc imaginez 27 citoyens tirés au sort qui arrivent dans une assemblée qui a des codes, qui a une manière de fonctionner. Ça fait un vrai choc des cultures. Et là, de ce choc des cultures, on revient aux expressions qui ont eu lieu avant. Je repense à vous, monsieur, par rapport à Sony, du déséquilibre, de l'inconfort, de quelque chose qui peut paraître presque contre nature, est né quelque chose d'extrêmement intéressant. Les citoyens tirés au sort ont eu 2 manières de travailler avec nous. Une première partie où ils étaient entre eux, en atelier, avec 5 conseillers du CESE. Donc ça, ils ont fait leur propre production, ils ont été accompagnés, production d'une très grande qualité, autour de 4 sujets que l'on avait retenus: fracture territoriale, acceptabilité de la transition écologique, pouvoir d'achat et effectivement faire évoluer la démocratie citoyenne. Et puis ils ont une deuxième manière de fonctionner avec nous. Nous les avons associés à nos propres travaux. Et là, nous en avons associé 10. Et donc ça veut dire qu'ils ont travaillé avec nous, ils sont venus en plénière, ils ont participé au vote, ils ont une expression dans l'hémicycle. Et bien au final, ce qui est ressorti, c'est que ces 27 citoyens tirés au sort ont changé de regard sur notre Assemblée. Ils sont arrivés vindicatifs, plutôt dans une logique de dire supprimer parce que ça coûte, et de regarder plutôt comment on réduit la colonne des dépenses. Et à la fin, ils sont partis d'une logique de réduction de la colonne des dépenses à une logique d'investissement et sur retour sur investissement. En disant le CESE, cette assemblée est utile, parce qu'en fait, de positions très divergentes, très opposées, on chemine jusqu'à trouver un point d'équilibre intelligent. Et c'est là où ça fait le lien avec votre sujet. Souvent, en France, on a tendance à critiquer le point d'équilibre, le point de compromis. On parle de compromis mou. Sauf qu'on oublie que derrière, il y a du travail. Et qu'aujourd'hui, dans une période de montée du populisme, un lieu de dialogue, un lieu où on construit, un lieu où on ne se traite pas de nom d'oiseau, c'est un lieu qui est à privilégier. Et je peux vous en parler d'autant mieux que je n'ai aucun enjeu de réélection. Je suis à mon 2e mandat, donc je ne peux pas en faire un 3e. Donc j'en parle parce que cette maison n'est pas encore suffisamment connue et que cette maison, c'est la vôtre. On traite de tous les sujets. On traite des sujets qui impactent le travail. Par exemple, récemment, on a traité les jeunes et l'avenir du travail. Il y a une période où on a parlé du dialogue social. On a osé parler de la fin de vie, un sujet très compliqué. On va parler du bien-être animal, on parle de l'agriculture urbaine, on parle du nucléaire. Voilà. Il y a une palette de sujets qui vous concernent, que ce soit dans votre métier de DRH ou dans votre vie de citoyen. Et donc, tous nos travaux sont accessibles sur notre site internet. Tous nos rapports sont consultables de façon gratuite. Donc, n'hésitez pas à aller, à voir. C'est une assemblée qui est en mouvement, qui n'attend pas la réforme, qui bouge avant. Et ça c'est extrêmement intéressant, parce que ça veut dire que dans les mois qui viennent, nous allons aussi avoir notre propre révolution numérique à faire. Alors, maintenant, on nous dit que cette réforme va être repoussée. En tout cas, c'est comme ça qu'on décode le dernier discours de politique générale du Premier ministre, qui a parlé de renvoyer la réforme constitutionnelle après les élections sénatoriales, donc après septembre 2020, sous réserve. Il faut toujours lire les sous réserve, c'est comme les astérix à côté des prix des produits ou sur les notices de fonctionnement, sauf donc sous réserve que le Sénat fasse un geste entre-temps. Donc pour l'instant, nous sommes dans un entre-deux. Cette réforme constitutionnelle est dans les tuyaux. Elle comporte la réduction de la voilure des effectifs du Sénat, de l'Assemblée nationale, du CESE. Dans un premier temps, nous étions sur 30%, réduction sur le Sénat et l'Assemblée nationale, 50% pour le CESE. Là, il semblerait, mais je suis extrêmement prudente en vous disant ça, que l'on atterrisse peut-être sur un 25% de réduction. Dans cette dernière version de la réforme constitutionnelle, ce qui est intéressant pour les corps intermédiaires constitués, parce qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes autour des citoyens tirés au sort, c'est qu'en fait, on arrive là aussi à un point d'équilibre, c'est-à-dire que
les citoyens tirés au sort seraient réunis une fois par an dans le cadre d'une convention annuelle avec une feuille de route, une question posée par le gouvernement. Et en fait, la composition du CESE resterait composée donc des corps intermédiaires constitués. Ce qui là est un très joli signal envoyé aux corps intermédiaires parce qu'ils ont été pas mal malmenés ces derniers temps. Et donc c'est une reconnaissance du travail qui est fait. En tout cas, encore une fois, je suis prudente en vous disant ça à l'heure où je vous parle aujourd'hui. Demain, ça peut changer. Après-demain, ça peut changer. Aujourd'hui, on est sur cette version-là. Voilà. Et donc un contexte où le CESE serait moins nombreux, en tout cas quel que ce soit 25 ou 50, mais saisi systématiquement, donc avec une transformation à opérer, puisque voilà, beaucoup plus d'activités avec moins. Ça ressemble à ce que certaines organisations peuvent vivre. Comment vous vous y préparez ? Ben, ça ressemble à la transformation que vous avez opérée dans vos propres entreprises depuis une dizaine d'années. Effectivement, si on imagine 25% de conseillers en moins, des consultations systématiques sur tous les projets de loi, je vous ai dit 45 projets de loi par an. Si on imagine un délai pour rendre nos copies plus court, on nous parle de 2 mois pour rendre un avis. Aujourd'hui, on est entre 4 et 6 mois. À part faire notre révolution numérique, imaginer d'autres manières de fonctionner entre nous, nous n'aurons pas d'autre choix. Donc l'idée, c'est aussi d'utiliser le temps jusqu'à la fin de cette mandature pour expérimenter de nouveaux process et arriver finalement à rendre les clés d'une nouvelle assemblée qui permettrait de répondre à l'intégralité du cahier des charges. On a un double avantage qui est lié aux leaders, aux présidents qui ont été à la tête du CESE. On a eu dans la mandature précédente Jean-Paul Delevoye qui a incarné la médiatisation de l'institution, et il y en avait besoin. Et on a la chance avec Patrick Bernard-Sconi d'avoir quelqu'un qui a mis en place un collectif, qui a mis en place une équipe, qui a un partage des rôles, des délégations, de la confiance. Et c'est ce qui permet aujourd'hui de travailler entre les 18 groupes à cette réforme sans qu'il y ait de drame, de psychodrame, mais bien en étant uniquement guidé par l'intérêt général, parce que c'est ce qui doit nous animer au quotidien. Et là, je crois que c'est vraiment la preuve de l'exemplarité qui doit venir du haut, de l'exemplarité qui doit venir de nos dirigeants. Alors, vous êtes au sein du CESE vice-présidente, vous avez eu un parcours syndical connu. Maintenant, vous vous occupez aussi des questions internationales au CESE, avec une dimension européenne et même mondiale. Quel regard vous avez, en tant qu'ancienne présidente de la CFE-CGC et avec ce regard international, sur ce que devient le dialogue social en France? Alors, peut-être 2 formes de réponse à votre question. La première, il y a le CESE vis-à-vis de l'international. Parce que ça peut vous intéresser. Le CESE, ce n'est pas une particularité française. Le CESE a essaimé dans le monde, et aujourd'hui, il y a plus de 60 équivalents dans le monde entier. Tous les pays qui tendent vers la démocratie ont envie d'associer la société civile organisée à la fabrication de la loi. En revanche, parce qu'on a quand même pas mal de mouvements politiques dans les différents pays du monde, les pays qui tendent à un retour vers une forme de dictature, eux, leur premier signal, c'est la suppression du CESE. On a 2 exemples actuellement. L'Argentine et même également la Pologne, donc 2 pays, réfléchissent à créer un conseil économique social. Alors, dans certains cas, c'est que économique et social. Dans certains cas, c'est économique, social, environnemental. Et même dans quelques pays, notamment en Afrique, c'est économique, social, environnemental et culturel. Et à contrario, le Brésil, qui a défrayé la chronique ces derniers temps, a supprimé son conseil économique social. Donc vous voyez, c'est un vrai signal de l'état de démocratie d'un pays. Il faut se rappeler qu'en France, la seule période où il n'y a pas eu de CESE, c'était sous Vichy. Et que le général de Gaulle a quitté sa fonction suite à la proposition de suppression du CESE et du référendum qui n'a pas donné le résultat qu'il souhaitait. Donc je vous dis ça parce que moi, je crois beaucoup en la place de la société civile organisée, ça fait le lien avec le dialogue social. Je crois que pour qu'on avance, pour qu'on construise de nouveaux équilibres, pour que l'on construise de nouveaux modèles, pour que l'on réponde aux besoins d'agilité de vos organisations, de vos entreprises, pour que l'on réponde aux besoins des salariés, davantage d'épanouissement, il faut qu'on arrive à dialoguer. Et aujourd'hui, on voit, et d'ailleurs la réforme de l'assurance chômage en est la démonstration parfaite, on voit qu'on a une forme de panne du dialogue social. Je parle de panne, je ne parle pas de dysfonctionnement des acteurs du dialogue social, ce sont bien 2 choses différentes. Je crois qu'on sort d'une période, et là du coup je prends la casquette de vieille présidente de la CFE-CGC, je crois qu'on sort d'une période où
quelle que soit la couleur des gouvernements qui se sont succédés, on a eu des petits coups de canif dans le contrat et on a d'une certaine façon décrédibilisé progressivement les partenaires sociaux, qu'ils soient patronaux ou salariés. Je pense que dans la période que l'on connaît, et ça pourrait être un travail mené de concert avec la NDRH, je crois qu'il y a une urgence, et la crise des Gilets jaunes l'a vraiment montré, c'est de redorer l'image de l'engagement au service du collectif. Parce que ça, c'est vraiment en perte de vitesse. On a bien vu, les Gilets jaunes, pas de capacité à désigner un porte-parole, un représentant qui s'exprime au nom du collectif. C'est quand même le propre de la démocratie organisée. Et donc, redorer l'image de l'engagement au service du collectif, qu'il soit associatif, politique ou syndical. Je mets vraiment les trois sphères ensemble. Et puis après, je crois qu'on doit redonner toutes ces lettres de noblesse au dialogue social lui-même. Parce que, aujourd'hui, quand on est à l'école, on n'apprend pas le dialogue social. On n'apprend pas ce qu'est le rôle d'un partenaire social, qu'il soit patronal ou salarié. On le découvre généralement dans les médias, au travers de conflits, au travers de grèves, au travers de manifestations, de séquestrations, ce qui donne une image complètement caricaturale du mouvement syndical. Et je pense que ça, on en porte la responsabilité collective. Il faut qu'on arrive à changer cette image-là, et peut-être qu'à cette occasion, il serait temps de clarifier le rôle et les missions que l'on confie aux partenaires sociaux. Par rapport à votre question, je m'explique. La loi de 2008 a clarifié la situation dans l'entreprise, a clarifié la situation dans la branche. En revanche, on n'a jamais réglé la question de l'interprofession, que ce soit au niveau national ou dans les territoires. Et là, je peux en parler parce que je ne suis plus en fonction. Donc là aussi, on ne peut pas me taxer de prêcher pour ma paroisse. Mais je pense que c'est un cri d'alerte qui est important. Si on continue comme ça au niveau interprofessionnel, on risque, et ça n'est pas péjoratif dans ma bouche, de n'aligner que des représentants retraités ou fonctionnaires. Et moi, je crois en un dialogue social qui serait pluriel. Et je crois que le défi que l'on a ensemble, c'est non seulement d'avoir des représentants de vos entreprises au niveau interprofessionnel, mais d'avoir aussi des représentants des TPE, des PME qui émergent. Il faut vraiment que la représentation soit plurielle au sens large. Et là, on a un vrai défi. Très bien. Alors, je vois quelques petites questions que je vous propose de vous proposer. Qui sont en fait finalement des questions qui appellent peut-être une clarification de ce que c'est que la société civile organisée. Pas mal de questions sur la façon dont les participants ou les membres du CESE sont choisis ou désignés. Comment est-ce que finalement on peut être, est-ce qu'on peut être membre du CESE et député? Finalement, il y a une compréhension de voilà qui participe au CESE, qui le désigne, qui l'élit. Voilà comment ça on peut faire des tirages au sort. Comment est-ce qu'on peut le préciser peut-être encore? Alors du coup, je vais faire une réponse par rapport à la situation actuelle et je vais vous faire une projection par rapport à la réforme constitutionnelle. Actuellement, il y a deux cas de figure. Il y a une soixantaine d'organisations qui ont la capacité de désigner, parce qu'elles sont par décret sur des listes avec un nombre de représentants en face. Les organisations les plus simples en termes de désignation étant les organisations syndicales, qu'elles soient salariées ou patronales, parce qu'on a une élection de représentativité en face, donc ça donne clairement le poids de chacun et le nombre de places attribuées à chacun. À côté de ça, il y a une série d'ONG, d'associations, la mutualité, qui ont des places attribuées par le gouvernement. Et puis, il y a le collège que l'on appelle les personnalités qualifiées, qui est généralement le collège qui est décrié dans la presse, alors que ce sont des personnalités venant de tous horizons. Si on regarde la mandature actuelle, on a dans les 40 personnalités qualifiées, on a un rappeur, on a un avocat, on a des francs-maçons, on a des sportifs. Mais là, les désignations sont complètement à la main du gouvernement qui n'a pas justifié de ses choix. Dans la réforme constitutionnelle, donc là, hypothèse, elle passe, le gouvernement, et donc Emmanuel Macron, a annoncé qu'il supprimait le collège des personnalités qualifiées, justement pour lever les suspicions sur les désignations. Pour autant, on a alerté, on a tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises, il faudra que l'on trouve des critères de désignation qui soient inattaquables, quelle que soit l'organisation d'origine. Je vous disais, organisation syndicale, qu'elle soit salariée ou patronale, on a l'élection. Donc là, c'est quantifiable, c'est mesurable, c'est factuel. Il va falloir qu'on trouve le même système sur la sphère associative, la sphère mutuelle, pour que les désignations ne soient pas critiquables à l'avenir. Donc ça, c'est la première chose. Il y avait une deuxième question sur est-ce que c'est compatible député et conseiller. Je pense que vous faites allusion aux élections européennes, puisqu'il y avait une représentante du CESE qui candidatait aux élections européennes. Elle a été élue, et donc à partir du moment où elle a été élue, elle a quitté le CESE,
Et donc, elle a remis la présidence de la section emploi-travail. Et donc, il y a un nouveau président qui a été désigné. Effectivement, les deux fonctions ne sont pas cumulatives. En revanche, cette question-là, elle me permet d'attirer votre attention sur un point que l'on n'a pas tranché et qui certainement va faire débat dans les organisations quand la réforme constitutionnelle va réellement revenir sur le tapis. Au CESE, on a des personnes qui ont un emploi à côté, parfois deux, et on a d'autres personnes qui se consacrent totalement à l'institution. On disait que c'est important d'avoir les pieds dans la réalité pour ramener des retours terrain et pour avoir des propositions qui soient concrètes, opérationnelles. Pour autant, les codes, les rouages de la maison, l'histoire de la maison sont tellement complexes qu'il faut garder en tête qu'il faut un petit pourcentage qui soit détaché à plein temps pour l'institution. Je peux très bien en parler, parce que quand j'étais présidente de la CFE-CGC, j'étais déjà au CESE, et je peux vous dire que du coup, je n'y consacrais pas tout mon temps, loin de là, c'était vraiment une petite partie de mon temps. Et aujourd'hui, je vois la différence entre un avant où je butinais, où je zappais entre les sujets, et aujourd'hui où je peux réellement construire des choses. Et le travail que l'on rend n'est absolument pas le même. Et je pense qu'il ne faut pas opposer les genres, et qu'il faut dans les équipes à l'avenir mixer les profils. Mixer les profils, mixer les origines, origines socio-professionnelles, qu'il n'y ait pas d'incompréhension dans mon propos. Et je crois qu'il faut qu'on revienne sur ce qui a été évoqué avant, sur des parcours aussi atypiques. Qu'on n'ait pas peur des gens qui sortent des cases, parce que c'est ceux qui nous apprennent beaucoup, et qu'il faut qu'on arrive à les intégrer aussi dans l'institution qu'est le CESE. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et si vous n'avez pas envie de les taper, est-ce que vous voulez qu'on vous passe un micro? À tout hasard? Non? Très bien. Donc, bien sûr, vous aurez la suite de l'enregistrement et puis un article dans la revue personnelle. Moi, je voudrais juste vous passer un message personnel. Cette maison, elle n'est pas suffisamment connue, donc cette maison, le CESE, parce que pendant des années, on a travaillé, fonctionné sur le thème « Vivons heureux, vivons cachés ». Il n'y avait pas besoin de communiquer, il n'y avait pas besoin de faire savoir ce que l'on faisait. Ce qui nous intéressait, c'était simplement que nos propositions se retrouvent dans la loi. Aujourd'hui, c'est plus possible de faire comme ça. Pour changer de paradigme, on a besoin de vous. On a besoin que vous intéressiez aux travaux. On a besoin aussi que vous alliez alimenter vos représentants en sujet. Le CESE, il est aussi ce que vous en faites. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas exigeant, si vous ne suivez pas les travaux, si vous n'êtes pas d'une certaine façon revendicatif, mais de façon constructive, il n'évoluera pas dans le sens que vous le souhaitez. Donc impliquez-vous, regardez ce que l'on fait, critiquez positivement, et de là, je pense qu'on arrivera à construire de nouveaux équilibres ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Carole Couvert, donc vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental.